Bonjour à tous. Après avoir vu l'État et les collectivités locales dans les administrations publiques, il nous reste à voir la protection sociale. Et comme d'habitude, on regarde d'abord ce qui est dépensé, ensuite d'où vient l'argent, ensuite s'il y a déficit ou s'il y a excédent, et enfin comment tout cela évolue, et est-ce qu'il y a de l'endettement dans toutes ces perspectives. La protection sociale, mise à jour de la saga en 2024. Alors, d'un côté, il y a des milliards et la somme des prestations, donc des dépenses sociales en 2022, est de 849 milliards, c'est-à-dire le tiers du PIB. On s'aperçoit que la vieillesse, vieillesse, essentiellement les retraites, c'est ce qui pèse le plus lourd, et ensuite les dépenses de santé qui pèsent le plus lourd aussi. Alors, comme les milliards donnent le vertige, une façon assez élégante de présenter la chose est de diviser ces milliards par le nombre d'habitants, donc 67,8 millions d'habitants, et de voir ce que ça donne par habitant. Et là, on a des euros. Et donc, 5 000 euros par habitant pour la vieillesse, 4 700 euros par habitant pour la santé, 800 euros par habitant pour la famille, 700 pour l'emploi, etc., pauvreté et logement. On retrouve que sur 100%, que ce soit par habitant ou en milliards, c'est bien la vieillesse qui pèse le plus lourd, ainsi que la santé, et que les dépenses suivantes pèsent déjà beaucoup moins lourd. Alors, comme c'est une dépense qui est surveillée comme le lait sur le feu, les 849 milliards sont ici représentés avec ce que ça donnait par rapport à l'année précédente. Donc, qu'est-ce qui a bougé entre 2021 et 2022? Et on s'aperçoit que la famille, qui n'est pas le poste le plus important, mais a progressé. La vieillesse survie, donc les retraites ont progressé, et là c'est un gros morceau, ainsi que la santé, qui est le gros morceau et qui a encore augmenté. En revanche, les aides au logement, qui étaient un petit morceau, a baissé. Pauvreté, exclusion sociale a baissé et emploi, peut-être ça veut dire qu'il y a moins de chômeurs et que l'emploi se porte si mal, a baissé aussi. Les évolutions quand il s'agit d'autant de milliards en cause. Et puisqu'on avait ramené cela à une moyenne par habitant, 12 550 euros par habitant en France, on s'aperçoit que comparé à la moyenne européenne, ben, le français est finalement plus généreusement protégé et doté que la moyenne européenne, qui est à 10 100 euros par habitant. Et dans toutes les rubriques sauf la famille, le français est mieux loti. 5 550, on retrouve le chiffre de tout à l'heure contre 4 700 pour la vieillesse, 4 700 contre 3 600, 1000 de moins pour la santé. En revanche, la moyenne européenne pour la famille est plus généreuse, légèrement plus généreuse que la moyenne française, 900 par habitant contre 850 par habitant. Ce petit camembert ou histogramme redonne les dépenses par grande famille. Donc, on retrouve le poids énorme de vieillesse et survie à 44,2%, le poids un peu moindre de maladie, invalidité, accident du travail, maladie professionnelle à 37,4%, pardon. Ensuite, famille à 7%, emploi à 5,6, pauvreté à 4% et logement à 1,8. Beaucoup plus rare comme façon de présenter les choses. On quitte les milliards et puis on va revenir tout à l'heure au déficit, etc., pour voir le nombre de bénéficiaires. Donc là, ce tableau donne un nombre de personnes en milliers de personnes. Et ça change tout à fait la donne parce qu'il y a des choses qui coûtent peut-être des milliards mais qui concernent aussi énormément de monde. Des choses qui coûtent peut-être moins de milliards mais qui concernent peu ou beaucoup de monde. Ce n'est pas du tout la même vision des choses. Donc, le nombre de retraités qui bénéficient d'une pension, c'est 16 millions de gens, donc c'est énorme. Les allocations logement, c'est 6 millions de gens qui en bénéficient. Alors, c'était peut-être pas des grosses sommes, mais beaucoup de gens, petit bout par petit bout, miette par miette, émargent à cette prestation. Les allocations familiales, c'est 5 millions pardon, de gens qui en bénéficient, même si c'était beaucoup moins important comme aide. Les allocations chômage, c'est 3 millions de chômeurs qui en bénéficient. L'allocation rentrée scolaire, la fameuse allocation rentrée scolaire, c'est quand même 3 millions
de prestations versées, même si c'est des petites sommes, ça concerne beaucoup de gens. D'activité 2 millions de gens, accueil jeune enfant 2 millions de gens, RSA presque 2 millions de gens, handicap, alors on a regroupé jeunes et adultes 1 400 000 personnes, complément familial pas tout à fait 1 million de gens, soutien familial et vieillesse hors retraite, hein, survie, etc., un demi-million de gens. Ce tableau est absolument fondamental parce que d'abord, on peut à nouveau le comparer par pays, etc. Mais surtout parce que ça vous indique que si vous changez quelquefois de quelques centaines d'euros une prestation, c'est le nombre de gens que vous risquez d'avoir dans la rue et qui vont râler. Et donc, on voit à quel point ce tableau est d'une importance politique absolument fondamentale. Et quelquefois, on change des régimes de retraite et c'est des milliers d'euros que les gens ne vont même pas tellement réaliser, ne plus avoir ou avoir plus, mais vous changez une petite prime de 200 euros d'allocation scolaire, d'aide au logement, de quelque chose, et vous avez peut-être 3 millions de gens ou 6 millions de gens furieux qui vont plus voter pour vous ou qui vont même descendre dans la rue. Alors, revenons aux milliards. Les ressources sont de 860 milliards. On va voir comment elles sont calculées dans un instant. Les prestations, on vient de le voir, sont de 849 milliards et on les a épluchées sous toutes les coutures, le tiers du PIB. Donc l'excédent est de 11 milliards. Là, on couvre et on a plus de ressources que de prestations, donc on arrive à s'en sortir. C'est peut-être dû au fait qu'il y a plus de consommation, c'est peut-être dû au fait que l'emploi s'améliore et donc il y a moins d'indemnisation de chômage à verser, etc. Toujours est-il que il y a des branches aussi qui sont déficitaires, on va aller voir lesquelles, et d'autres qui sont excédentaires. Pour qui paye? Alors, la saga donne à nouveau des indications très précieuses que j'essaie de mettre à jour. D'une part, les ménages qui cotisent, c'est les charges salariales, et d'autre part, les entreprises et les administrations qui emploient ces ménages, et ce sont les charges patronales, et les deux réunis vont permettre de financer tout ce qu'on vient de voir. Alors, comment sont calculées les charges salariales et les charges patronales pour devenir des cotisations sociales prélevées par l'administration? Eh bien, imaginez qu'un salarié a un salaire brut de 2500 euros. Salaire brut, d'accord, mais si on enlève ses charges salariales que lui doit à la sécurité sociale, 700 euros, 28% de son salaire brut, il lui reste un salaire net 1800 euros. 2500 de salaire brut, moins 700 de charges salariales. Sauf que de son côté, son employeur a des charges patronales par-dessus les 2500 euros bruts. Elles sont de 900 euros et de 36% du salaire brut. Et donc, pour l'employeur, d'ailleurs, le coût du travail au total est de 3 400 euros. Ça se calcule de deux façons. C'est soit le salaire brut plus les charges patronales, soit le salaire net plus les charges salariales plus les charges patronales. Dans tous les cas, on retrouve un coût du travail à 3 400 euros. On dit souvent qu'en France, bah, quelqu'un qui a l'impression de gagner 1800 euros, en fait, son employeur, lui, il a plutôt l'impression de payer le double, ce qui est à peu près dans les chiffres 1800 d'un côté, 3400 de l'autre. Au résultat, les organismes sociaux ont prélevé et les charges salariales de 700 et les charges patronales de 900, donc ont bien prélevé 1600 euros qui vont permettre de payer vieillesse, famille, chômage, maladie, logement, etc. Toutes les dépenses qu'on a vues tout à l'heure viennent de là. On voit aussi que quelqu'un qui perçoit un salaire de 1800, en fait, de l'autre côté, les organismes sociaux, eux, ont prélevé par-dessus 1600, ce qui fait que le coût du travail, lui, est de 3400. C'est résumé dans ce petit tableau. Ou d'ailleurs, maintenant, vous aurez remarqué dans les fiches de paye des salariés, on précise. Bien sûr, il y a le salaire brut qui inclut les charges salariales, mais il y a le salaire net. Mais on rappelle pour mémoire, même si finalement le salarié, c'est pas lui de s'en occuper, qu'il y avait eu toutes ces charges patronales au-dessus et que ça coûte à son employeur tout ça de le faire travailler. La fiche de paye récapitule tout ça. Il n'empêche que fiche de paye ou pas, les trois visions sont complètement différentes, que le salarié, lui, ce qu'il voit, c'est en fait plutôt son salaire net, donc c'est même pas les 2500 de salaire brut. Moi, j'ai que 1800 pour dépenser ou épargner finalement. Le reste, c'est parti en cotisation. L'employeur, lui, voit au contraire qu'il a non seulement le salaire net, mais les charges salariales, même si elles sont sorties après par le salarié, plus les charges patronales, ça lui a coûté 3400. Donc, il ne voit pas du tout ça de la même façon. Et les organismes sociaux voient encore ça d'autres points de vue.
puisque c'est les charges salariales et les charges patronales, donc les 1600, 700 plus 900, qui permettent de financer, encore une fois, tous les milliards qu'on a vus précédemment dans les branches qu'on a étudiées tout à l'heure. Alors, on va faire maintenant un zoom bonus sur les retraites et un zoom bonus sur la santé, puisque ce sont les deux plus grosses dépenses et les deux plus gros dossiers actuels. Alors, l'équation d'équilibre des retraites, c'est NR par petit p égale NA par petit w petit t. Bon, c'est très simple. Le nombre de retraités multiplié par les pensions qu'on verse à chacun doit être équilibré au nombre d'actifs multiplié par leur salaire moyen, multiplié par la part qu'on prend sur leur salaire pour pouvoir financer les retraites. Il faut que ce soit équilibré. Alors, on peut modifier des choses, on peut verser moins de pensions si on n'y arrive pas, mais ça va faire râler les retraités. On peut prélever plus sur les salaires si on n'y arrive pas, mais ça va faire râler les actifs. On peut verser des meilleurs salaires, ça tant mieux, comme ça fera plus, etc. Mais il n'en demeure pas moins que les majuscules sont tout à fait essentielles. Et on retrouve une fois de plus la démographie et la population, le nombre d'actifs, notamment sur la population totale, et le nombre de retraités. Et le ratio entre les deux est un paramètre absolument essentiel pour calculer les régimes de retraite. Or, et on en revient toujours à la démographie, le nombre de cotisants de 17,5 millions à l'heure actuelle, alors que le nombre de pensionnés du régime général est de 14,4 millions, ça c'est pour les salariés du privé, on ne parle pas des régimes spéciaux, des fonctionnaires et autres, eh bien on a un ratio qui est déjà de 1,2. Il était de 4 en 1960, il y avait 4 fois plus de cotisants que de retraités. Et si ça continue, en 2050, il y aura autant de cotisants que de retraités. Chaque salarié aura sur le dos un retraité à financer, en quelque sorte. C'est donc un équilibre assez périlleux qui s'annonce pour les régimes de retraite, bien que les régimes sociaux sont déjà tous en dessous de la fameuse barre du ratio de 1. Donc, plein de régimes ont plus de retraités que d'actifs, la SNCF étant l'exemple le plus connu. Il apparaît au-delà, en raisonnant sur les âges et non plus sur la démographie à l'état pur, que dans les années 50, on commençait à travailler à 18 ans, on prenait sa retraite à 65, ça faisait une vie au travail, retraite moins début de 47 ans, et comme l'espérance de vie, donc clairement la date de la mort c'était 70 ans, on était à la retraite que 5 ans. La différence entre l'âge de la mort et l'âge de départ à la retraite, donc 70 moins 65. Aujourd'hui, on rentre sur le marché du travail à 22 ans, donc plus tard. On part à la retraite jusqu'à, on connaît le débat là-dessus, mais disons à 62 ans. Ça fait une vie au travail plus courte qu'avant, de 40 ans seulement, si on peut dire, alors qu'avec l'espérance de vie de 85 ans, ça fait une vie à la retraite qui est devenue de 23 ans, donc a explosé. Et tant mieux, ça veut dire que les gens vivent plus longtemps, en bonne santé, commencent à travailler plus tard, partent en retraite plus tôt, ont une vie au travail qui finirait par être euh, pas plus courte que la vie pendant la retraite, bien entendu, mais que la vie totale, certainement, puisque 40 ans, c'est moins de la moitié de 85 ans. Donc le cycle de vie a été complètement bouleversé et la démographie aussi. Et donc, ça explique que l'équilibre des retraites soit tout à fait en péril, mais en tout bien, tout honneur. Et il faut trouver des solutions, soit paramétriques en touchant à une des variables de l'équation, soit systémiques en touchant à tout en même temps. Alors, zoom sur la santé, pour terminer. On a vu que les dépenses de santé sont un sujet énorme et on suit maintenant un indicateur qui est la consommation de soins et de biens médicaux. Donc, ça s'apparente plutôt à notre module sur la consommation. Mais comme presque tout est financé par la sécurité sociale, on le met dans cette rubrique-là. Entre les soins hospitaliers, les soins de ville, les médicaments, les dispositifs médicaux et les transports sanitaires, ambulances et autres, on a 235 milliards de dépenses de santé en un an, c'est presque 9% du PIB et ça représente plus de 3 000 euros par habitant. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que ces milliards sont pour une grande part mutualisés et remboursés ou financés
par la sécurité sociale précisément, et non pas par chaque individu qui a un reste ou des mutuelles, etc. Alors, on retrouve un tableau un peu aride où on retrouve l'évolution de tous ces milliards qui passent de 180 000 à 235 000 et de chaque composante, l'hôpital, les soins de ville, les médicaments. Et c'est peut-être plus parlant sous forme d'un petit histogramme où on trouve à la fois l'explosion des dépenses de santé d'une part et l'évolution de chaque composante, soins hospitaliers, soins de ville, transport sanitaire, médicaments et dispositifs médicaux. Alors, on a finalement maintenant vu les ménages qui consomment, les entreprises qui produisent et les administrations publiques qui, à plusieurs niveaux, remutualisent, redistribuent ou font des services publics pour des consommations collectives. Il nous restera le dernier module, le circuit complet. À très vite.